Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec, comme d'habitude, les créateurs de Sensexologie. Aujourd'hui, un podcast qui a été assez difficile à préparer, un podcast sur le métasens. Alors, c'est toujours pareil. Enfin, Quand... difficile à préparer, il a juste fallu qu'on réfléchisse, quoi. Mais Non, j'ai trouvé ça t'as trouvé ça dur. dur? Ouais, ça m'a fait cogiter parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent, on parle souvent de métasens. Et puis finalement, quand il s'agit de le définir, hein, un petit peu comme Saint-Augustin avec le temps, hein, oui, je me la pète, j'ai fait des études, il faut que je m'en serve. Quand on ne me demande pas ce que c'est, pas de problème, je sais ce que c'est. Et dès qu'on me le demande, je ne le sais plus. Le métasens, c'est la même chose et le métajeu, c'est la même chose. C'était issu d'une demande de Yacht de faire quelque chose sur le métajeu. Et là, ma foi, quand il a fallu réfléchir au métasens, moi, franchement, Flavie, je sais pas pour toi, moi, ça m'a fait mal à la tête. Alors justement, avec nous, Flavie Garnier. Bonjour. Et tu vois, par la force des choses, on a respecté la galanterie. Benjamin Béliez, qui est avec nous. Bonjour. Pour parler du métasens. On n'a pas entendu depuis longtemps sur le podcast, au moins 2 mois. C'était beaucoup trop pour moi en tout cas. Et enfin, Thomas Poussou. Bonjour. Ah, bien, c'est bien. Alors donc, pas trop de temps d'attendre. T'as un train à prendre ou quoi? Non, moi Ouais, calme-toi. T'es stressé. ouais, je suis trop Il a stressé. arrêté de fumer, c'est pour ça. C'est un sujet qui me stresse, le métasens. Bah, Bon. respire un bon coup. Respire, Regarde, respire. Thomas a même pas dit bonsoir. Pour Ah une ouais, c'est fois. vrai, donc ça va. Pardon, bonsoir. Non, Ah, non, c'est non, cool. non, non. Merci, Thomas. Ah, c'est bon, je respire. Alors, donc, l'actualité de Sens, c'est d'abord la critique de Sens, enfin la critique impitoyable de Sens de Sensexologie par Rolliste TV, par Anthony. Alors, Benjamin, tu as eu l'occasion de la voir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, donc je l'ai vu. La présentation, elle est très complète. C'est normal, 11 minutes, tu as le temps d'éplucher pas mal de choses. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il parle de tout ce qui est disponible pour les futurs MJ ou joueurs. Les aides qui sont disponibles à côté, donc les forums de Silent Rift, le blog de la cellule. Et donc bon, on avait noté pour la déconne les 2 petites erreurs. Le nom de notre illustrateur qui est Valérie Netavong. Valérie Netavong, tout à fait. Et puis bon, Et non pas Nathalie Netavong. Et puis on aura corrigé par nous-mêmes Mythos Quadrilla, le grand méchant. Et non pas pas Mythos Quadrilla. ni Mentos. D'ailleurs, ça me surprend parce qu'Anthony, qui a quand même fait jouer à 2 tables différentes, s'il l'a appelé Mythos pendant tout le scénar, c'est assez surprenant quand même. Ah, Mythos Quadrilla, Anthony. Hein. Mythos Quadrilla. Ouais, mais c'est pas grave, c'est de nouvelles blagues sur le nom de Mythos. Il y en a tellement. On en rajoute une. Mythos sceptique. Et puis c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de blagues sur Mythos Quadrilla, si? On les avait notés à une époque, mais là, sur le moment, j'en ai plus aux tête. Alors, donc en tout cas, Valérie Netavong n'est pas une femme. Valérie Netavong est un homme, donc pas de raison de l'appeler Nathalie. Valérie est un homme. Voilà, c'est un peu le running gag du podcast de la cellule, mais c'est un homme. Voilà, je le redis au cas où ça ne serait pas encore repassé. Autre actualité pour Sens qui commence un petit peu à dater, mais dont on n'a jamais parlé, c'est un peu dommage, c'est les 2 scénarios qui ont été proposés par Adrien, aka Chemise sur le forum de Sens, et Fabien Ilvain, qu'on a eu l'honneur de recevoir dans un précédent hors-série sur son jeu Monostatos. 2 scénarios, donc un qui s'appelle La quête de Deep par Fabien Ilvain, donc, qui concerne la chronique de Sens Mort, plutôt. Ce qui est assez intéressant, c'est la présentation du scénario. Thomas, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Enfin, pas la présentation, mais la manière dont il est. Donc, Fabien, je te préviens, je n'ai pas lu le scénar. Mais non, parce qu'en fait, il y a une bagarre ici pour savoir qui va maîtriser ces scénars. Donc, forcément, personne ne veut les lire. Tout le monde se refile les patates. Oh, c'est pas ça, c'est surtout que le trip du scénario, alors je sais pas si c'est un spoiler de le dire, mais c'est autour du rêve. Voilà, c'est autour du rêve. Et à un moment, j'avais prévu de faire un scénario autour du rêve, donc j'ai pas voulu le lire complètement. Par contre, ce que j'avais aimé, c'est que dedans, il impose des conditions pour pouvoir jouer à ce scénar. C'est-à-dire qu'il fait pas vraiment du sens. Il dit voilà, je prends l'univers de Sens, je vais faire un scénario dans cet univers-là. Et par contre, il faut prendre en compte qu'il y a certaines choses à faire pour que le scénar puisse marcher. Mais cela fait un petit moment que j'ai lu, donc je me souviens plus exactement ce que c'était. Alors au niveau des actualités également, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc 2 scénarios, donc celui-là, La quête de Deep, et puis Ozymandias, donc de Chemise, donc d'Adrien, vraiment un super scénar.
Moi, je trouve que c'est alors autant celui de Fabien, je l'ai pas lu, donc je l'ai lu en diagonale, et puis ça fait longtemps, donc je m'en souviens pas très très bien. Mais autant Ozymandias m'a vraiment fait dire ouais, ça c'est un scénar de sens. Le scénar de Fabien, c'est un scénar de sens mort. Bon, c'est un peu un trip annexe, etc. Mais alors là, Ozymandias, on est vraiment dans du sens Renaissance, comme on le jouait nous à l'époque. On peut le trouver sur le forum. Sur le forum, parce que si je me souviens bien, Fabien avait publié sur le blog. Voilà. C'est pour ça que je l'avais vu. Voilà, d'accord, ok. Donc, Adrien, il faut que tu publies sur le blog de la cellule. C'est marrant parce qu'il me semble avoir vu un de ses messages, Adrien. Je ne sais plus s'il l'a mis sur le blog de la cellule ou pas. Donc, en tout cas, pour Ozymandias, on a l'histoire, globalement, le pitch est que Miphos est en train de faire des crasses en fait, sous terre, sur la terre, sur terre, mais sous terre. Voilà, à base de métallites. Donc, il est en train de créer des guerriers de métallites. On en parle à quel moment? Dans le sens mort. On explique. Vrai, voilà. Et donc, du coup, ce qui est assez intéressant, je trouve, et en plus, il utilise des données de ce fameux Williamson, donc, qui est un personnage qu'on va retrouver dans Sens Mort. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet aux joueurs de se familiariser avec la métallite et Williamson avant Sens Mort. Et en plus, c'est en super adéquation avec Cosmo, Adrien. Tu pouvais pas taper plus juste. Tu es à fond dans le sens, là, parce que vraiment, tu verras dans Sens Cosmo, il y a plus 1. Il y a tout, enfin comment dire, dans Sens Cosmo, il y a déjà tous les ingrédients que tu cites ici, donc c'est un super scénar de Sens Renaissance, et en même temps, ça introduit bien à la suite de l'histoire. Voilà, donc pour en parler rapidement de ces scénars. Alors, les questions sur le forum, eh bien justement, question de chemise, Adrien, lorsqu'il était en train de préparer sa campagne, son scénar d'Ozymandias, il nous a demandé, il nous a dit qu'il aimerait faire intervenir des choses de notre époque, à nous, donc du 20e, 21e siècle. Et il nous a demandé, est-ce que c'est possible? Est-ce que on sait que Sens se passe dans un futur indéterminé, comme on dit, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont survécu du 20e ou du 21e siècle? Thomas, dans ta version. Moi, je pense que oui. En fait, une bonne partie a été détruite suite à la montée des eaux, à l'évolution humaine, mais on doit pouvoir retrouver des documents datant, je sais pas, des années 1800, 1700 peut-être. Enfin, rien ne l'en empêche. D'accord, ok. Benjamin, dans ta version, dans ta vision des choses, a survécu tout ce dont le MJ a besoin. D'accord. Pour son histoire. Bon, à partir du moment où il y a une certaine cohérence qui est gardée. Thomas, tu parlais de la montée des eaux. Donc, si pour vous, il y a une ville près de la mer qui a survécu, c'est un petit peu contradictoire. Mais, je vois pas en quoi. Imagine qu'on pourrait expliquer que cette ville, à l'époque de la montée des eaux, a construit une technologie qui permet de vivre sous l'eau, une nouvelle Atlantide. Puis dans tous les cas, un petit peu comme Sydney, cette espèce de grand barrage qui la maintient. Voilà. Oui, ou maintient même, tu vois, les réplioïdes, ils permettent d'aller sous l'eau. Rien ne nous empêche d'aller visiter Venise sous l'eau et de trouver des chambres fortes. Mais c'est sûr que par exemple, tu auras du mal à trouver des bouquins quand même, tu vois, sous l'eau. S'ils sont bien protégés pour des livres, je sais pas, on pourrait imaginer un MJ qui veulent faire partir les joueurs dans un milieu un peu comment dire, un peu magique. Ils trouvent un vieux grimoire caché dans une vieille bibliothèque. Non, pourquoi pas. Moi, ouais, non, c'est carrément, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a aussi deux façons peut-être d'amener ça. Le premier, c'est aussi pourquoi, vu on se rappelle plus de rien de cette époque-là, il faudra déjà ajouter un petit aura de mystère et pas dire direct, par exemple, c'est la Joconde. Vous trouvez un tableau avec une femme mystérieuse qui sourit étrangement. Carrément. Et la deuxième chose, c'est, je ne sais pas si on en a déjà parlé sur les blogs de la cellule, c'est la tornade et ses effets. D'accord. Et je me rappelle quand on faisait des scénarios avec des tornades qui permettent d'aller dans la réalité à l'ombre monde, donc il faut absolument un réplioïde. On faisait intervenir des éléments de notre réalité à nous quelquefois. Ah oui, d'accord. Mais ça c'est parce qu'en fait ça dépend de la personnalité de la personne qui a généré la tornade. Donc, oui, mais du coup il n'est pas
exclu, si on fait un scénario de tornade, oui, tout à fait. qu'on se retrouve directement dans le musée de Versailles, parce que celui qui aura provoqué la tornade aura eu des informations là-dessus. Alors la question d'Adrien, je pense, c'est surtout aussi de savoir, est-ce que finalement, donc on sait qu'on est dans un futur indéterminé, mais en gros, c'est est-ce qu'à un moment donné, le jeu ne va pas nous faire le twist « Ah, vous pensiez être dans notre réalité, mais en fait, pas du tout », ou un truc comme ça. Je pense qu'il veut être rassuré sur le fait que oui, c'est bien dans notre futur à nous. Et là, je peux le rassurer tout de suite, oui. C'est-à-dire que ce qui est le XXe siècle tel qu'on le connaît, le XXIe siècle tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, a existé dans le passé des bugs. Ça, voilà, je pense qu'on peut tout de suite le rassurer. Maintenant, savoir ce qui a vécu, ce qui a survécu, ce qui n'a pas survécu, ça, j'ose dire, c'est chacun fait sa sauce et prend ce dont il a besoin. Voilà, exactement. Mais là-dessus, on peut déjà le rassurer. Alors, autre question donc d'Edouard sur l'ombre lune, donc l'ombre sélénée. Donc, dans le livre, on explique que l'ombre sélénée est en flamme, qu'en fait, le globe de Varia emprisonne une espèce de sélénée en fusion. Et donc, il nous demande, tous les habitants de Sélénée donc, ne sont plus visibles par Cosmo et Rebirth, puisqu'ils sont morts dans les flammes. Or, j'ai du mal à comprendre parce qu'ils n'ont jamais rencontré les bugs avant. Donc, ils ne peuvent pas être des répercussions. Si, point d'interrogation. Alors, Flavie. Tout simplement, il n'y a pas besoin de rencontrer des bugs pour être une répercussion. Il y a par exemple l'effet papillon. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a lui-même rencontré des bugs et donc tu rencontreras une répercussion qui provoquera une répercussion. Exactement. Puisque la personne que tu rencontreras, du fait qu'elle a rencontré les bugs, n'a plus ses faits pris en compte par Cosmo Rebirth. Du coup, tu rencontreras quelqu'un qui n'est plus dans Cosmo Rebirth. Donc, toi-même, tu ne seras plus dans Cosmo Rebirth. Les répercussions peuvent se répercuter elles-mêmes entre elles. Si on sauve, par exemple, Gladius Sword et que Gladius Sword rencontre d'autres personnes, ces autres personnes deviennent également des répercussions, etc. Et par le fait... Oui, Thomas, je te vois. Tout ça pour dire, en fait, que dès l'arrivée des bugs... Miphos, il est plus aussi omnipotent qu'avant. Exactement. Miphos perd son pouvoir à partir du 14 décembre 1996. Déjà, Miphos a perdu son pouvoir. Et la suite nous révélera même qu'il l'a perdu bien avant. C'est exponentiel. Parce que plus il y a de répercussions, plus il y a de répercussions. Donc c'est en plus, ouais, c'est vrai, faut bien le préciser, c'est exponentiel. Donc pas besoin de rencontrer un bug pour forcément devenir répercussion. C'est pas quelque chose qui se transmet par le contact, par le toucher, par la vue, par la parole, etc. C'est quelque chose qui se transmet par la causalité en fait. Donc imagine, Edouard, tout ce qui n'aurait pas été si tu n'avais pas existé. Imagine. C'est-à-dire, fais ton arbre généal, tout ce que tu as fait depuis ta naissance, enlève-le et essaye d'imaginer le monde sans ça. Et imagine que là, il s'agit quand même de quelques personnes. C'est pas uniquement une personne, c'est plein de personnes. C'est juste énorme. On peut pas vraiment prédire. Donc, on peut voir ça je pense à Code Quantum, mais tu vois, il change la vie de tellement de personnes qu'à la fin, le monde ne reconnaît plus du tout comme celui qu'il a laissé en partant. C'est comme ça que tu comprends la fin de Code Quantum. Bah oui, puisque à la fin, quand il arrive, sa famille, elle est plus une famille riche qui est scientifique, c'est une famille de mineurs. Et donc techniquement, lui, il peut plus être scientifique. Ah putain, je viens de comprendre la fin de Code Quantum. Ça fait des années que je cherche à la comprendre. C'est pour ça qu'il rencontre Dieu, parce que du coup, en changeant le barman, en fait, c'est Dieu. Et donc, en rencontrant Dieu veut le rencontrer parce qu'en fait, il a joué à Dieu, finalement, en faisant des répercussions. Oh putain. Bon, bien sûr, ça n'a aucun rapport avec ce podcast, mais merci Flavie. Alors, donc, alors maintenant, on va pouvoir passer au corps du podcast, si j'ose dire, au cœur du podcast, le métasens, le métajeu. Waouh. Alors là, d'abord, il faut essayer de donner une définition. Et ben voilà, alors maintenant vous allez comprendre pourquoi je parlais vite au début et pourquoi je stressais. Définition du métajeu. Alors au début, en préparation de ce podcast, on a dit un petit peu tout ce qui est autour du jeu. Et là Thomas, tu nous as dit... J'ai dit, mais tout simplement, pour moi le métajeu, c'est au moment où la réalité prend le pas sur la fiction. L'exemple... Attends, et tu parles un petit peu plus près de ton micro? Oui, bien sûr. Ouais. C'est nickel. Ouais, nickel. Voilà. Et l'exemple, donc, vu que ces derniers temps j'étais bloqué avec les portes, là cette fois-ci, je vais expliquer un combat entre deux personnages. Ouais. Il y en a un qui veut donner un coup d'épée. On lance les dés pour savoir si ça réagit. Et disons qu'il fait un échec critique. Ça devient du méta-jeu. C'est-à-dire que là, il va falloir expliquer dans la réalité le jet de notre dé, donc notre échec critique, dans un monde fictif
qui est par exemple il perd son épée. Donc pour toi en fait une règle de résolution comme je lance les dés, je regarde le résultat et donc je dois expliquer dans la fiction en fonction du résultat des dés ce qui se passe. Donc le résultat des dés c'est du méta-jeu. Tout à fait. Et ce qui se passe dans la fiction, ça c'est dans le jeu. Ce qui se passe dans la fiction, c'est dans le jeu. On n'est plus dans l'ordre du méta-jeu parce que là on est revenu dans la réalité. Ce qui compte, c'est les conséquences dans la fiction. Ce qui compte, c'est les conséquences dans la réalité qui interagissent dans la fiction. Moi, c'est ça que. Moi, je pourrais. Vas-y, pour une toute première définition, vu qu'on n'est qu'en début de podcast, c'est tout ce qui intervient autour de la fiction qu'on est en train de créer. Que ce soit les relations avec les joueurs, les dés dont parle Thomas, les discussions après la fiction, la préparation même dans ta tête de ce que tu vas faire dans le scénar. Ça, c'est une définition qui me convient quand même sacrément plus parce que si autour du jeu, on se retrouve avec tous les problèmes de quand s'arrête, quand commence le jeu. C'est-à-dire que difficile de dire que lorsque un joueur de AD&D fait un jet de dés, il joue pas à AD&D. Tu vois qu'il fait du méta-jeu de AD&D. C'est super bizarre. Alors que dire comme Flavie, ouais, c'est ce qui est autour de la fiction. Là, ça. Du coup, les dés sont autour de la fiction. Du coup, le méta-jeu intervient dans la fiction. Alors, comment ? Et quand tu lances le dé, par exemple, je pense à Thomas, ou quand tu réfléchis à ton personnage en dehors du jeu et que du coup, tu vas faire des choses à laquelle tu avais réfléchi dans la fiction. D'accord. Ou que tu vas apporter des bonbons au maître de jeu pour qu'il soit clément avec toi pendant le scénar. Benjamin, t'en penses quoi ? C'est chaud. Hein. Oh oui, tout à fait. Très intéressant. C'était très intéressant. Non, mais là, ce qui nous peinait un petit peu, je pense, pour trouver une définition, c'est que nous, pendant très longtemps, on parlait de métasens, qui était une petite sauce à nous, qui ne rejoignait pas vraiment la définition de méta-jeu qu'on a peut-être pu voir dans Wiki tout à l'heure. Ouais. Donc forcément, ça nous a perturbé. Ça nous a un petit peu perdu. Clair. Nous, ce qu'on appelait le métasens, c'est toutes les discussions qu'on avait sur le jeu de rôle, sens, en dehors de la partie. Ça pouvait être un débriefing de scénar, comme ça pouvait être des discussions qu'on avait entre nous, joueurs, ou avec le MJ en dehors du jeu, pour discuter un petit peu de la métaphysique du jeu. Moi, ça allait plus loin, parce que pour moi, le métasens, c'était aussi l'explication de pourquoi tu reçois des points d'immersion. Oui. Pourquoi tu arrives à utiliser un fait de cellulis. Pour moi, tout ça, c'était du métasens. Sens utilise dans son système une implication avec la réalité. Et en fait, dans le système, il y a du méta-jeu. D'accord. Et je pense, pour commencer, ce serait peut-être bien, vu que tu as parlé de la définition de Wikipédia, de rappeler ce que dit Wikipédia pour qu'on puisse ensuite dépasser ça. Donc, c'est vrai qu'on a cherché un petit peu, on a fait des recherches en méta-jeu, puis on est tombé sur un article sur le jeu de rôle, justement, où il parlait de la différence entre le role-play et le role-play. Le role-play, c'est le fait de faire rouler les dés, donc c'est plutôt ce qui est en phase avec tout ce qui est règles, au sens de faire rouler les dés, ce qui se passe autour de la table, et le roleplay qui est plutôt interprétation théâtrale. Et ils avaient tendance à les opposer, si mes souvenirs sont bons. Thomas. Oui, c'est ça, c'est dans l'idée. Tu as le roleplay, donc ce qu'ils appellent le méta-jeu, fait partie du monde, on va dire, du joueur, alors que le roleplay, donc l'interprétation du personnage, va plus faire partie du monde fictif, puisque là, tu dois imaginer ce que pense ton personnage. D'accord. Et dans le roleplay, rien à voir avec le Sud, mais dans le roleplay, ils mettaient même la place des personnages, des joueurs autour de la table, l'ambiance de, il me semble, l'ambiance de partie et tout. Je parlais juste. Alors, Benjamin, tu as Maître Capello. Non, donc là, ce qui nous parle, le roleplay, donc lancer le dé ou méta-jeu, c'est quand les participants utilisent leur rationalité de joueur pour susciter des situations intéressantes. Je lis. Ils mettent en œuvre des stratégies à partir de connaissances que les personnages ne peuvent pas avoir. Exemple, les connaissances des règles du jeu. Ils peuvent agir en fonction de ce qu'ils anticipent, des motivations des autres joueurs et de leurs personnages. D'accord. Cette position implique une distance analytique avec l'imaginaire. D'accord. Donc en gros, c'est par exemple, j'ai énormément de points. On va prendre un exemple de Cthulhu, comme ça tout le monde connaît. J'ai beaucoup de points en bibliothèque. Flavie a beaucoup de points en serrurerie. On va dire, bon, bah du coup, toi, machine, tu vas plutôt aller ouvrir la serrure, pendant que moi, j'irai regarder les livres à la bibliothèque. Parce que je sais que sur ma fiche de personnage, j'ai les caracs. Donc c'est ça, en fait. Même au début de chaque Cthulhu, on se dispatche les
les compétences pour qu'on puisse réussir le scénar. D'accord. Donc c'est vraiment utiliser tes connaissances du jeu pour réussir pour optimiser le scénar, ta réussite. Optimiser la réussite, ouais. Mais, alors donc ça, c'est ce qu'on appelle le roleplay. Et le roleplay, alors du coup, Maître Capello reprend son PC. Donc là, c'est l'interprétation des rôles, tout simplement. L'interprétation des rôles. Ouais. Donc en fait, ils les opposent. Ça c'est fou. Moi ça me va pas du tout comme opposition, mais on viendra peut-être là-dessus plus tard. Mais c'est-à-dire que l'interprétation des rôles des personnages, ça c'est dans la fiction. Parce que quand même c'est ah là là, c'est hyper moi, dans leur définition, ce que je mets en avant, c'est que dans le premier, donc ce qu'ils appellent le méta-jeu, c'est, on va dire, l'esprit du joueur, les connaissances, l'esprit du joueur qui est pris en première mise, qui va faire toute la réflexion sur la situation, alors que dans le deuxième, le roleplay, là, ça va être le personnage qui va être devant, on va surtout imaginer comment l'interpréter, comment il va réagir à ce qu'il voit, quoi. Alors là, on est à fond dans ce que tu disais tout à l'heure, Flavie, à propos de Sens. C'est-à-dire que tu disais que Sens utilisait le roleplay dans le système. Le roleplay dans le roleplay. Et du coup, ça me faisait penser à des jeux de rôle très classiques où du coup, ça prend tout son sens. Puisque dans un jeu de rôle où tu n'as que des compétences de combat, en fait, tu sauras comment utiliser les compétences de combat au mieux pour pouvoir réussir ton combat, mais ça n'aura rien à voir avec le roleplay, c'est-à-dire l'interprétation du personnage, puisque rien dans le système ne le prévoit. D'accord. Donc du coup, il n'y a rien en fonction. Donc tu penses par exemple qu'un système dans lequel il y a des compétences de combat n'encourage pas du coup au roleplay? Non, pas forcément, mais dans lequel il n'y a que des compétences de combat. Je pense à un jeu que j'ai vu il n'y a pas longtemps où la fiche de personnage, c'était que des compétences de combat. D'accord, ouais. Que des atouts de combat, et donc il n'y avait rien qui indiquait qui était ton personnage. D'accord. Et donc dans ce genre de jeu, oui, l'opposition entre roleplay et roleplay me paraît assez logique. Okay. Mais dans des jeux qui sont construits de façon différente, qui intègrent l'interprétation du personnage, c'est déjà moins cohérent. D'accord. Parce que là, justement, dans Sens, pour revenir un petit peu au métasens, c'est que dans Sens, le roleplay et le roleplay s'influencent mutuellement. Parce que le joueur peut avoir un impact sur le personnage. La manière de jouer du joueur va lui permettre de gagner des points d'immersion, ce qui va lui permettre de faire appel à ses propres connaissances de joueur. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en jouant bien qu'on peut mal jouer. Donc y a ça, et puis il y a aussi l'aspect on gagne des points d'immersion en discutant de sens en dehors du jeu, donc en faisant ce que nous on appelle du métasens. C'est vrai qu'à aucun moment dans les bouquins de sens je définis ce qu'est le métasens, mais de toute façon je n'utilise pas non plus le terme, mais nous on l'a toujours utilisé, donc c'est vrai que c'était intéressant de le présenter. Moi, cette distinction entre roleplay et roleplay ne me convient pas dans la mesure où il me semble, mais Maître Capello va nous préciser ou pas, il me semble qu'ils les opposent. Ils disent que c'est deux choses qui s'opposent en fait. Ils font la distinction entre les deux, surtout. Ils font la distinction entre les deux. Ils disent voilà, effectivement, ils parlent d'une opposition. À aucun moment ils disent que c'est opposé. Ils font la différence entre les deux. Par exemple, si on prend par exemple tout ce que dit Flavie au cours des derniers podcasts, il me semble qu'à plusieurs moments, elle dit moi je n'aime pas les jeux avec des dés parce que ça brise l'immersion. Bah oui, moi dans Agone, l'immersion c'est pas forcément le roleplay. Hein. Bah oui, voilà, tout à fait, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, là, oui, c'est vrai. Différencie. En fait, il faut mélanger. Il ne faut pas mélanger les deux. On fait pas un podcast sur l'immersion, Romaric. Ça, c'était le dernier. Oh non, zut, je voulais qu'il continue. Donc non, mais quoi qu'il en soit, il semblerait que donc, en tout cas, dans ce sens, tel qu'elle est définie, l'immersion correspond avec le roleplay. Enfin, tel qu'elle est définie dans le livre. Donc, du coup, tu vois, pour sens, ça colle pas. Donc, j'étais en train d'expliquer que oui, dans Wikipédia, ils font une opposition parce qu'ils disent qu'en fait, ils le différencient. Ils disent que là, dans le jeu, il y a le roleplay et le roleplay. Donc, oui, ils le mettent en opposition. Mais alors, est-ce que... les deux enfin, là, tu vois, je reparcours vite fait le merdier, enfin, le site Wikipédia. Oui. Non, il parle de deux types d'interactions qui sont présentes autour de la table. Il faut bien une distinction entre les deux. Quand je les oppose, il dit voilà, il y a ça et ça. Mais l'un peut totalement influencer l'autre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se servir de ce qui est autour du jeu, donc ce qui est du méta-jeu, pour influencer la fiction, selon leur définition? Oui. Vous, est-ce que dans votre pratique de maître de jeu, vous faites ça quand vous maîtrisez du jeu de rôle classique?
Il y a des choses qui sont autour du jeu qui influencent. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait il y a 2 semaines un début de campagne avec Cthulhu qui s'appelle le rejeton de Azathoth. Et tout le long de ma partie, je distribuais des petits bouts de papier. D'accord, ouais. Donc oui, les aides de jeu, et donc les joueurs ouvraient les bouts de papier et découvraient des choses de fou, genre comme quoi il y aurait des tribus cannibales, des singes qui se feraient manger la tête alors qu'ils sont encore vivants. Moi j'ai joué à ta campagne, j'adore ça. J'adore quand tu distribues des petits bouts de papier et des aides de jeu. Mais là, et tu vois, pourtant c'est du méta-jeu. C'est du méta-jeu. Mais de la même façon, Rome, moi j'ai des gros souvenirs de campagne de Sens avec toi où pendant 15 jours on voyait des bouteilles d'orangina dans sa salle de bain qui avaient été assemblées. On ne savait pas ce que c'était. Un jour on a fait un scénar et il s'avère que c'était des sabliers du temps et que en fait pour résoudre le scénar il fallait aller soulever l'un de ces trucs dans la salle de bain. Donc il fallait quitter la table de jeu. Ouais. Pour aller trouver le papier qui résolvait le jeu. Et tu le fais aussi à Blue Sky pour résoudre le jeu. Tout à fait. Je ne vais pas le dire au cas où il y en a qui ne l'ont pas fait. Trop tard, tu l'as dit. Mais de toute façon, je vais arrêter de faire ce scénar parce qu'il faut. Bon, alors je peux le dire en entier, il faut trouver le carnet rouge. Non, pas nécessairement. Mais bref, on s'en fiche. Donc là, le méta-jeu est-il contre-immersif ? C'était la question. Non, pas forcément. Benjamin ? Non plus, je trouve pas. Alors là, on prend l'exemple de Thomas avec ses aides de jeu. Moi, ça me met dedans. Franchement, avoir des aides de jeu, ça me met dedans. Le coup des sabliers dans la salle de bain qu'il faut aller chercher dans la réalité. C'était trop bien. Ça met dedans. En fait, on était trop dans le scénar quand on a fait ça. Benjamin ? Ouais, moi je suis d'accord. Là, toutes les petites fois où dans les scénars de Sens, on mettait des indices qui n'étaient pas dans les pièces que les personnages fouillaient, mais dans la pièce où nous, on jouait. Ouais. C'est vachement dur à expliquer. C'est bien dur à expliquer. Mais je trouvais que ça cassait pas l'immersion. D'autant que dans ce sens, ça soutient. Le système soutient ça dans ce sens en plus. Oui, en plus. On était donc toujours les personnages, mais dans la pièce des joueurs, quelque part, à chercher des indices autour d'eux, mais toujours C'est-à-dire que les joueurs devenaient les simulacres des personnages. Quelque part, ouais. C'est ce qui est évidemment un des buts de Sens en fait, du jeu, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, alors, moi j'ai envie de dire, ouais, d'accord, ok, c'est vrai que des aides de jeu, des petits exemples comme ça, mais est-ce que c'est pas quelque part comme une bonne blague, quoi ? On nous la raconte une première fois, ça nous fait bien marrer, et puis quand ça commence à se répéter, par exemple, 1, 2, 3 scénars où à la fin, il faut aller chercher un petit papier sous les chiottes du maître de jeu, est-ce qu'au bout d'un certain moment, c'est pas un peu contre-immersif, justement ? Enfin, voilà, le truc, c'est que ça marche une fois. Ça marche une fois, C'est vraiment chiant comme exemple. C'est un faux problème. Je trouve que c'est un faux problème, Romaric, parce que c'est le même principe que si tu fais toujours le même scénar, au bout d'un moment, tu t'en lasses. Oui, d'accord. Okay. C'est un faux problème. Ouais, c'est un film de. Je pense que on va pas forcément toujours aller choper quelque chose dans le sous tes chiottes, comme tu disais. Ouais. Mais il y a d'autres façons de faire intervenir la réalité, ne serait-ce qu'avec les points d'immersion. Et donc, je trouve que c'est un faux problème. Il faut juste utiliser la réalité de façon différente la majorité du temps. Sinon, c'est comme si tu fais toujours le même scénar, tu t'emmerdes. Okay. C'est un artifice qui a utilisé une fois pour faire comprendre aux joueurs le lien fort qu'il y a dans Sens entre la réalité et la fiction. Ouais. Alors bon, la source d'inspiration de ça, j'ai quand même envie d'en parler. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Metal Gear Solid sur PlayStation 1. Dans lequel à un moment donné il y a une énigme où c'est le code que vous devez trouver est derrière cette boîte de CD. Donc c'est un personnage de fiction de Metal Gear qui dit Snake, tu dois trouver le code qui est derrière la boîte de CD. Et en fait alors donc tous les joueurs ont cherché dans leur inventaire dans le jeu, alors qu'en fait c'est pas dans le jeu qu'il faut chercher, mais sur le jeu vidéo que vous avez acheté dans le commerce, etc. Et derrière la boîte physique du jeu, il y a le code qu'il faut trouver. Et donc ça, le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Metal Gear qui faisait ça, et ça m'a fait triper. Je me suis dit putain, dans le jeu de rôle, il faut faire exactement la même chose, quoi. Ça peut être trop bien. Mais je trouve encore une fois que quand tu as raconté cette blague-là une fois, après, voilà, quoi. Mais bon, c'est comme un film de Night Shyamalan, quoi. C'est la première fois, tu dis oh super. Tu regardes le film la deuxième fois, tu dis bon, ça perd tout son intérêt. On fait avance rapide et puis on s'emmerde. Mais je pense qu'il ne faut pas limiter le méta-jeu à ça. Je pense qu'il faut parler d'un méta-sens très important qui se passe juste après les scénars. Ouais. Où on fait un débrief de scénar. Ouais.
Et je pense que c'est très important parce que c'est ce qui nous a permis de faire avancer énormément nos histoires à nous et notre fiction. Puisqu'on en parlait, au final, le maître de jeu, des fois, il prenait des notes parce qu'on disait des choses qu'on pensait sur la fiction et tout. Et je pense que c'est très important de continuer à parler d'un jeu de rôle après. D'ailleurs, dans le podcast sur la genèse, où j'explique que c'est mes joueurs qui ont un petit peu sollicité toutes les problématiques sur l'ombre monde, c'est des problématiques en fait qui se sont soulevées non pas dans le jeu, mais après le jeu, donc pour les premières fois où on a joué, parce qu'après, bien sûr, les problématiques ont été soulevées dans le jeu, mais au début, c'est d'abord des problématiques qui ont été soulevées autour du jeu, donc méta-jeu, méta-sens, et voilà quoi, c'est... Et c'est vrai pour n'importe quel jeu de rôle. Moi, j'ai des souvenirs de plein de jeux de rôle où on faisait des débriefs. Et au final, ça finissait par nous amener à faire des scénars solo parce que du coup, on avait besoin d'approfondir les personnages. Ouais. Moi c'était vraiment un des messages de ce podcast, c'est faites des briefings. Enfin, faites des débriefings. Là-dessus, le méta-jeu peut vous être très utile, même vous en tant que maître de jeu. Est-ce que du coup, votre histoire correspond bien à ce que les joueurs en attendent? Est-ce qu'ils ne peuvent pas l'influencer par le méta-jeu en disant ah ouais, moi, mon personnage, j'aimerais bien qu'il évolue comme ça. Et du coup, en tant que maître de jeu, vous pourrez prévoir des choses qui permettront. Enfin voilà, le méta-jeu, c'est aussi ça, quoi. C'est comme le placement des gens autour de la table ou ce genre de choses. Moi, je parle de ça parce que j'ai un souvenir de Yann qui était censé être mort à notre chronique et qui, au milieu de notre jeu de rôle, le personnage de Yann était censé être mort. Et au milieu d'une partie qu'on faisait, où on était trop dans le caca, il y a à ce moment-là Yann qui passait la porte et qui disait « Pulsar est revenu ». Et en effet, Pulsar renaissait et nous sauvait la mise. D'accord. Donc, est-ce que encore une fois, je repose ma question, est-ce qu'on peut se servir de ce qui est autour du jeu pour le jeu? Bah ouais, carrément. Ça nous amène à parler de la synesthésie dont tu voulais parler pour Fred. Ouais, juste donc c'est un copain de Silent Drift qui a développé cette théorie-là qui dit que il y a une pratique qui est assez courante dans le milieu du jeu de rôle, c'est celle qu'il appelle la synesthésie. C'est-à-dire, on fait, par exemple, si on veut plutôt faire ressentir, on veut en fait, le but du jeu de rôle, c'est de faire ressentir des émotions aux joueurs. Et donc, on peut le faire si, par exemple, on fait ressentir une émotion. Oh là là, je m'embrouille, je me perds. En gros, pour que le joueur puisse ressentir en partie l'émotion que ressent son personnage. Ça, faire transiter des émotions du personnage depuis le joueur. C'est par exemple, imaginons le personnage dans un manoir hanté, il y a beaucoup de fantômes, donc le personnage est censé avoir peur. Donc le MJ, pour faire en sorte que le joueur ressente la peur de ce personnage, va mettre en œuvre des techniques du genre, par exemple, avoir peur faire en sorte que le joueur ait peur de perdre son personnage. Donc, faire en sorte que le scénar soit très meurtrier, de façon à ce que le joueur qui est attaché à son personnage, n'ayant pas envie de le perdre, ait peur de perdre son personnage, tandis que son personnage dans la fiction, lui, a peur des fantômes. Et le parallèle entre cette peur que le joueur ressent de perdre son personnage et la peur que le personnage ressent des fantômes, c'est ce qu'on appelle la synesthésie. C'est un parallèle entre une peur que l'on donne au joueur et une peur que ressent le personnage. Par exemple, autre exemple, je prends par exemple Benjamin et je lui dis ce soir, si ton personnage fait telle ou telle action, eh bien je crame ta bagnole. Je crame la bagnole de Benjamin Béliez. Donc du coup, Benjamin Béliez a peur pour sa voiture, a peur que sa voiture crame. Et donc du coup, si Thomas, tu disais? Donc il tue le MJ. Non, attends. Putain, on réveille encore Mireille Dumas, il faut qu'on arrête. Donc, non, mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est de faire peur au joueur pour lui faire ressentir un sentiment de peur de son personnage. Et au-delà de prétendre cramer sa bagnole, tout simplement, un des trucs que tu avais fait au premier sens avec moi, au premier sens que j'ai fait avec lui, c'est que Romaric s'est ramené comme un petit renard derrière moi, et au moment où j'étais censée combattre un truc, je sais plus, je crois que c'était des Téréotes, t'es arrivé et tu m'as agrippé les épaules en criant et bon, moi ça m'a trop fait flipper quoi. En fait j'ai fait peur aux joueurs avec un S d'ailleurs parce qu'en te faisant peur vu que t'as crié t'as fait peur à tout le monde, donc j'ai fait peur aux joueurs parce que les personnages étaient dans un truc de peur. Donc c'est une technique en fait, on fait peur aux joueurs autour de la table pour leur faire ressentir la peur que ressent leur personnage, sachant que bien sûr Frédéric ne dit pas que la peur dans la réalité doit être la même que la peur dans la fiction. C'est-à-dire qu'on peut faire peur pour une raison dans la réalité, alors que dans la fiction, la peur est tout autre. Donc voilà, c'est
c'est un mécanisme qu'il appelle de synesthésie. Je vous invite à voir son blog et à aller regarder dessus parce que c'est beaucoup plus technique que ça. Et ça me fait penser à quelque chose que tu avais marqué dans le premier Sens Renaissance. Ouais. C'était les 4 niveaux, je crois qu'il y en avait 4, les 4 niveaux d'immersion. Ouais. Où le 4e, c'était quand on devient son personnage. Bon, même si la synesthésie, c'est quand même pas la même chose, il y a une différence, puisque la peur qu'on ressent n'est évidemment pas la même que celle que le personnage est censé ressentir. Il y a un petit parallèle entre les deux, quoi. Mais l'idée vraiment du métasens, pour revenir au métasens, c'est que justement, la synesthésie soit totale, au sens où vraiment les joueurs ensuite jouent à sens. Les joueurs jouent à sens dans la réalité. C'est-à-dire se posent des questions de métaphysique, s'interrogent sur le jeu. Par exemple, hier soir, donc, on a fait une partie de Sens KO, enfin un playtest Sens KO, qui était pas très réussi d'ailleurs. Donc justement, bref, on aura l'occasion d'en parler dans le futur. Mais on était avec Bobo et à la fin du scénar, on s'est arrêté et puis on s'est posé et on a discuté de la métaphysique de Sens. Est-ce qu'on jouait toujours à Sens à ce moment-là ou est-ce qu'on avait arrêté de jouer? Benjamin, qu'est-ce que t'en penses? On avait arrêté de jouer dans le sens où on ne parlait plus de fiction. On ne se parlait pas en tant que personnage qui interagit dans un monde. Tout à fait. Mais on était en train de triper autour de la mécanique métaphysique du jeu en tant que joueur, donc tu vois, c'est le problème de Sens, c'est que c'est ambigu au sens de Sens, pardon pour ce jeu de mots, mais parce que une fois encore, le système sous-entend que le joueur a une implication dans le jeu. Donc, quand ton joueur parle de Sens à l'extérieur, en fait, il approfondit ses connaissances pour à un moment les utiliser dans le jeu. C'est pour ça que quand on fait du métasens, ça peut avoir un rapport avec le jeu, mais on n'est plus dans la fiction quand on fait du métasens. Ton joueur est redevenu le joueur. Donc on ne fait plus de jeu au sens que tu l'entendais au début dans ta définition du méta-jeu. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de jouer parce qu'on n'est plus en train de créer de la fiction. Par exemple, si on parle du jeu, je suis pas Lina de Cali en train de faire mais on est en plein métasens par contre. Mais on est en plein métasens. Puis après, il y a toute une question de savoir si le méta-jeu, ça fait partie du jeu ou pas. Je prends par exemple l'exemple de Magic the Gathering, qui est le jeu de cartes à jouer, à collectionner de Wizard of the Coast, l'un des jeux de cartes qui est très connu. Les joueurs parlent de metagame, c'est-à-dire qu'ils disent moi je fais des recherches sur les jeux qui tournent en ce moment, sur les techniques, plutôt sur les règles développées par Wizard of the Coast dans la nouvelle édition pour optimiser mon jeu. Si par exemple je sais que le meilleur jeu du moment, c'est un jeu qui est composé que de gobelins, je vais mettre des cartes anti-gobelins. C'est ça, faire du metagame, c'est ça, du metagame, pardon, c'est faire en sorte qu'on prend des connaissances qui concernent le autour du jeu pour améliorer son jeu. Là, c'est pareil. Dans le sens, on est en train de parler de la métaphysique du jeu, sachant très bien que la prochaine fois qu'on jouera un personnage, ça nous permettra, peut-être pas pour nous, parce qu'on est des vieux briscards de sens, Benjamin, mais ça nous permettra d'éventuellement... Tu cherches tes mots aujourd'hui. Ouais, et puis ce thème me perturbe en fait, parce que c'est hyper complexe. Moi, je pense à un autre truc, c'est à la façon dont Yann masterisait Nephilim. Ouais. Où pour lui, quand tu choisissais un personnage, il fallait que le personnage ressemble à ta personnalité dans la vraie vie. D'accord. Et où du coup, quand tu jouais dans le jeu, en fait, tu te jouais finalement. Et donc, tu peux décider de faire du méta-jeu aussi comme ça, dans ces cas-là. Puisque tu seras le personnage de la fiction. D'accord. Donc tes connaissances interviendront dans la fiction. Et donc pour lui, il fallait se rencarder à mort dans la vraie vie sur des trucs ésotériques et tout pour pouvoir les utiliser dans la fiction. Exact, ouais. Je me souviens qu'il avait dit ça. Qu'en fait, limite, son objectif, c'était de faire en sorte que les joueurs s'interrogent sur l'ésotérisme. Oui. D'ailleurs, dans le podcast où on parle de ce que nous apporte le jeu de rôle, Yann dit clairement, moi, ce que m'a apporté le jeu de rôle, c'est des connaissances, pas au sujet de l'ésotérisme, mais sur l'histoire, sur plein de trucs. Même parce que du coup, il fallait tenir des carnets et tout, avec des sujets, parce que tu étais censé avoir vécu à certains moments. Donc si jamais tu n'avais pas des connaissances sur ces moments-là, ça marchait pas. Donc tu tenais des carnets sur l'ésotérisme, sur les époques auxquelles tu avais vécu, sur ce que tu découvrais, et des choses que tu découvrais dans la réalité avaient des rapports dans la fiction que tu jouais après. Ouais, carrément quoi. Je me souviens aussi d'un mot, alors je sais pas toi qui te connais bien Cthulhu, Tom, mais je sais pas si tu connais bien la base. Il me semble qu'à un moment donné dans la base, il est dit que c'est pas le but de ce jeu de rôle n'est pas que le personnage apprenne énormément de trucs, mais que le joueur en fait apprenne des trucs par le biais de personnages qui vont mourir tout le temps.
Moi, j'ai jamais lu la base de Cthulhu, donc c'est peut-être marqué dans une des bases. Donc toi, t'es un maître de jeu de Cthulhu qui a jamais lu la base de Cthulhu. Ah, moi, je fais pas de Cthulhu. Je joue dans l'univers de Cthulhu, c'est tout. Pourquoi Et encore. Bah, parce que je n'utilise pas les règles. D'accord. Non, moi je me souviens pas qu'il y ait de ça, mais effectivement, Cthulhu, vu que c'est généralement c'est un jeu où tes personnages ont tendance à mourir très vite. Ouais. Donc ce qui est intéressant, c'est les gens qui aiment Cthulhu, c'est surtout parce qu'ils apprennent des choses en tant que joueur Donc, et que voilà. leurs personnages vivent des aventures, mais sur ça, c'est en tant que joueur, t'évolues. Ça fait partie de ces jeux avec un système comme ça. Non, la distinction entre le méta-jeu et le jeu. Alors, si le jeu, c'est uniquement ce qu'on fait dans la fiction, et le méta-jeu, on peut pas les distinguer parce que il me semble que, encore une fois, on va revenir un petit peu sur le thème du système est important, mais il me semble que tout ce qui est méta-jeu, c'est-à-dire ce qui se passe autour de la table dans la réalité, influence énormément la fiction. Donc, à mon avis, on peut pas faire de différence entre le role-play et le role-play. Ouais, on peut en parlant, mais la vérité, c'est que les mécanismes de l'un influencent toujours les mécanismes de l'autre. D'accord, ok. Ouais. Dans ce sens-là, ouais. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le métasens. Alors, est-ce que vous pouvez donner une définition claire maintenant pour nos auditeurs, donc, de ce que c'est le métasens? Oh bah bien sûr que non. Maintenant, on est encore plus paumé. Maître Capello. Hein, on est encore paumé. Ouais. Moi, non, c'est ce que font les cellulis pour sens. Ah, mais justement, les cellulis font partie du jeu. Oui, c'est justement ça, mais c'est parce que ton système les intègre. Non, ton système intègre les joueurs. Ouais, qui sont appelés cellulis. Donc du coup, alors on en revient, c'est marrant, on en revient à la discussion qu'on avait hier soir avec Bobo. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre le joueur Benjamin Béliez dans sa vie de tous les jours, etc., et le cellulis, même si dans la fiche de moi personnage... je trouve pas qu'il faille faire la distinction justement. Alors quand je dis il faut, c'est pour ta santé mentale. C'est quand même mieux. Non, pas forcément, puisque en tant que moi je peux considérer que je suis un cellulis au sens où Flavie, quand je suis en train de jouer, ouais. Mes points d'immersion me permettent d'intervenir dans la fiction où je suis. D'accord, ok. Et donc j'interviens aussi au sens de métasens. Donc quand on discute, etc., et qu'on approfondit les connaissances de l'univers, mon personnage n'aura pas ces connaissances, mais avec un merveilleux point d'immersion, je pourrais utiliser cette connaissance pour embêter le MJ. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que dans Sens, ce qu'on fait, c'est qu'on a intégré vraiment le méta-jeu dans le jeu. Et que du coup, on ne sait plus trop ce qu'est du méta-jeu, quoi. Enfin, du méta-sens, en fait. Ah si, on le sait, c'est quand on arrête de parler en tant que son personnage. Mais ça, c'est non, mais ça marche pas dans ce sens, je trouve. Parce que justement, tu sais pas où est la frontière entre ton personnage et le cellulis. Que le cellulis contrôle. Dans le jeu, le jeu Sens dit tu es un cellulis qui contrôle un simulacre. Donc tu n'as plus de frontières en fait. Non, le jeu joue avec les frontières, c'est pas la même chose. Il y a les frontières dans ta tête, tu sais très bien qui tu es, il y a pas de souci. Oui. Mais le jeu joue avec ses frontières, c'est tout. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure, c'est juste que on peut parler de roleplay et de roleplay, mais que les mécanismes de l'un influencent les mécanismes de l'autre. Sauf que là, les mécanismes sont vraiment imbriqués dans ce sens, c'est tout. Au niveau du métasens, ouais. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? Je te vois pencher sur ton micro. Je suis très pensif. Ouais. Mais non, mais c'est un sujet... Non, mais ça tient du fait que pour traiter de ce sujet, t'agis comme un vrai sens, comme un vrai tyran, aussi bien dans la fiction que dans la réalité. Tu nous as levés à 12h30 du matin pour faire un podcast sur du méta-jeu. Non, mais bon, je sais pas, j'ai vu ce sujet. Mais je vois pas en quoi, en fait... En fait, le truc, c'est que je pensais que ce serait facile. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va être fastoche. Mais je vois pas ce que ça a d'hyper compliqué par rapport à d'autres podcasts qu'on a pu faire. Moi, ça me fait péter le crâne. Moi, je le trouve moins difficile que celui sur l'immersion, par exemple. Non, mais l'immersion, ça en appelle un autre. De toute façon, celui-là, il en appelle un autre aussi, je pense. Parce que là, on vient de débroussailler un champ de possibilités qui, à mon avis, va faire réagir les théoriciens qui nous écoutent. Mais le méta-jeu, pour moi, est différent selon les jeux de rôle auxquels on joue. Ouais. Je pense que selon le jeu de rôle, le méta-jeu ne sera pas forcément le même. Il y aura des choses qui se ressembleront, c'est évident. Mais selon le jeu de rôle auquel tu joues, le méta-jeu n'est jamais le même. Ouais, par rapport au métasens, j'ai l'impression aussi que c'était une manière d'expliquer. Je me souviens de la manière dont Yann se servait du métasens quand il disait
On cite souvent Yann, mais c'est parce que c'est lui vraiment qui a. Je crois que c'est lui qui. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est lui qui a inventé le nom en fait. Oui, parce qu'il en faisait beaucoup pour essayer de gagner des points pour certaines choses. Mais Et je crois que c'est lui qui commençait. Le premier, moi, j'ai entendu gueuler le métasens. Je crois que c'est Yann. Et moi, il me semble qu'il s'en servait pour expliquer des éléments. Par exemple, se dire pourquoi ce personnage-là est en train de faire ça dans la fiction. Il disait il y a une explication métasens. Sous-entendu, si dans la fiction il se passe ça ou ça, il y a une explication en dehors du jeu pour l'expliquer. Dans le jeu, même dans la base, etc. Mais c'est pour ça que tu dis, on parle de métasens, mais on pourrait très bien parler de méta-agone ou de méta-DD. Oui, d'ailleurs, on parle de méta-jeu. Voilà. Donc, tu vois. Et dans tous les jeux, c'est ça qui est marrant. C'est pour ça que je te disais que c'est différent selon tous les jeux. Le métasens est juste il est vraiment propre à Sens, puisque le métasens est intégré dans la fiction. Est-ce que tu parlerais de méta-jeu pour le Monopoly, par exemple, Flavie ? Du tout. Donc tu vois, ça c'est intéressant. Oui, mais pour moi, les jeux de plateau à la Monopoly où tu as juste à avancer au fur et à mesure, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de méta-jeu dans du Monopoly, quoi. Alors pourquoi ? Alors ce serait quoi le méta-jeu ? Simplement qu'au moment de jeu TTD, tu réfléchis déjà en fonction des choix possibles dans la réalité du jet que tu aimerais faire. C'est-à-dire que, non, exemple, jette mes dés. Je sais que si je fais un double 2, j'arrive sur telle case. Je sais qu'en arrivant sur telle case, il faudra que je paye telle personne. Donc pour ça, si j'arrive à telle case, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup que je l'achète ? Enfin, tu vois. Oui, mais ça, c'est une réflexion. C'est de la stratégie de jeu. Ça fait partie du jeu. Oui, mais ça reste quand même du méta-jeu. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de fiction, comme dans le Monopoly, comment on peut dire qu'il y a du méta-jeu ? Mais en même temps, Magic, ils utilisent le terme de méta-jeu aussi. Oui, mais c'est peut-être pas au même sens. Magic, ils utilisent le terme méta-jeu pour dire que tu vas aller te renseigner sur les cartes qui existent pour essayer de faire le jeu le plus complet possible. Pour moi, c'est de la stratégie. Pour moi, il y a deux mots qui sont utilisés. Le même terme est utilisé ici pour deux actions totalement différentes. Mais dans la définition qu'on donne du role-play de Wikipédia, et on parle bien de ça, d'une stratégie pour... Le roleplay fait partie du méta-jeu, mais n'est qu'une partie du méta-jeu. Le roleplay, c'est utiliser la stratégie pour pouvoir mettre en place des actions, les actions que tu veux dans le jeu. Mais le roleplay n'est qu'une partie du méta-jeu. Le roleplay ne prend pas en compte le fait de parler d'un jeu à côté, d'approfondir ton personnage, ne prend pas forcément en compte les personnes à côté de qui tu es assis pendant le jeu. Je sais que par exemple, si j'étais assis à côté de Fanch, j'étais foutu, je rigolais pendant tout le scénar. Tu vois, le roleplay n'est qu'une partie du méta-jeu, mais le roleplay n'est pas le méta-jeu. D'accord. Benjamin, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure à propos du Monopoly, mais... Non, le Monopoly, voilà, c'était pour dire que sur un jeu comme ça, il n'y a pas de création de fiction, donc t'as pas deux plans différents qui s'opposent ou qui sont connectés, quoi. T'incarnes pas un personnage au En même temps, ça t'arrive jamais au Monopoly, par exemple, ou dans un jeu de société lambda, de pas faire quelque chose contre quelqu'un parce que tu sais que c'est un mauvais joueur et que du coup il t'en voudra. Non, j'ai que des bons amis qui sont des bons joueurs. Dans tous les cas, ça fait partie des. J'espère être si tu joues au Uno, c'est le jeu est fait pour donner des crasses aux autres. Je vois pas en quoi ce serait du méta-jeu. Je sais pas. Il y a une ouverture là. Il y a dans tous les jeux en fait. C'est ce qui va au-delà du jeu. Donc il n'y a pas que dans le jeu de rôle. Le mécanisme est souvent similaire. Tu cherches à faire une conclusion là ? Non, je cherche pas à faire une conclusion. Non, mais sur un truc genre Monopoly, t'as que du méta. T'as que du méta-jeu. Ouais, pour moi, il y a que ça. Il n'y a aucune fiction qui se crée. Donc en fait, méta-jeu, tel qu'on en parle là pour l'instant, c'est pas méta-jeu qu'on devrait dire, c'est métafiction en fait. Métafiction et c'est propre au jeu de rôle seulement. Mais je crois pas que... Justement, c'est pour ça qu'à mon avis, ce podcast en appelle un autre. C'est que ce qu'on appelle le méta-jeu, nous, en tant que rédacteurs du blog de la cellule, parce qu'on est énormément influencé par Sens, c'est ce qu'on appelle la méta... En fait, nous, c'est de la métafiction dont on parle. Quand on dit méta-sens, on parle de métafiction. Oui, mais attends. Faut pas confondre méta-jeu et jeu tout court. Les règles du jeu de Monopoly, c'est les seules choses qui te permettent de jouer au Monopoly. T'as pas vraiment de méta-jeu, c'est juste l'utilisation des règles. L'application bête et simple du jeu. Non, en fait, ce que je veux dire, ma chérie... Pardon Flavie, c'est que... Bonjour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que en fait, Putain, ça me perturbe ça. Donc, ce que je veux dire, c'est juste que dans Sens, on parle nous de métafiction et que le méta-jeu que nous ont demandé de traiter nos auditeurs, savoir la yacht, qui nous demande le méta-jeu, je pense que lui, ce qu'il entendait par méta-jeu, c'est pas du tout ce que nous on entend par là. Voilà, c'est ce que... Tu vois, yacht, nous on est des gros tarés. Pour nous, le méta-jeu, c'est quand tu es tout autour du jeu et le méta-jeu était même intégré dans la fiction. Voilà.
Non, mais c'est pas juste parler après le scénar. Pour moi, le méta-jeu, il va beaucoup plus loin. C'est hyper. En tout cas, c'est un sujet hyper complexe et à mon avis Enfin, moi, j'ai vraiment hâte. J'espère qu'il y a des théoriciens qui vont écouter ce podcast et qui nous feront des commentaires et qui nous diront là où on se plante, ce qu'on fait mal. Parce que vraiment, c'est vraiment un essai. C'est regarder, quand on essaye de traiter de cette problématique du méta-jeu, regarder les questions auxquelles on se heurte. C'est invraisemblable et appliqué à 100, je crois que alors là, ça devient un casse-tête. Enfin, moi, franchement, mais je pense dans tous les cas que la définition de Wikipédia n'est applicable qu'à certains jeux et qu'elle n'est pas applicable à tous les jeux et que du coup, c'est pas assez profond. Tu peux pas vraiment opposer roleplay et roleplay. Il y a quelque chose, il faut aller plus loin. Est-ce qu'il y a une définition du méta-jeu qui rende compte de tout ce qu'on appelle méta-jeu dans le milieu du jeu en général? À savoir un truc qui ferait la fusion entre Magic, le jeu de rôle, etc. Je pense pas que tu puisses parler de méta-jeu de rôle comme tu peux parler de méta-jeux de société ou de méta-jeux de Magic. Je pense que ce sont des jeux totalement différents et que du coup, à partir du moment où tu as un jeu qui ne crée pas de fiction, le méta-jeu ne peut pas être le même que pour un jeu qui crée de la fiction. Je pense que c'est totalement ridicule de dire que le méta-jeu de Magic sera le même que pour le méta-jeu d'un jeu de rôle. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, autre définition qu'on pourrait donner du méta-jeu, et puis on va s'arrêter là, c'est à mon avis le terme de métaphysique, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie, métaphysique en philosophie? Au-delà de la physique. Alors oui, alors voilà, c'est ce que souvent les gens disent, ça veut dire ce qui est au-delà de la physique, etc. Mais par exemple, la métaphysique, pour une certaine branche en tout cas de la philosophie, c'est ce qui ne change pas quand par ailleurs tous les paramètres du monde changent. C'est-à-dire à travers tous les mondes possibles, c'est ce qui reste invariant. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de définir le méta-jeu aussi comme ça? C'est-à-dire, le méta-jeu, c'est ce qui est invariant à travers tous les jeux possibles. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il faille des joueurs, le fait qu'il faille des règles, etc. etc. Est-ce que ça ne peut pas être une manière de définir aussi le méta-jeu? Ce serait le méta-jeu universel? Ouais, au sens où c'est le méta-jeu, au sens de qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'on puisse dire qu'il existe un jeu? Ce serait le méta-jeu de rôle. Déjà, de base, moi, je veux pas qu'on parle de méta-jeu pour tous les jeux de société, etc. Ah là, moi, je parle justement. Voilà. Moi, je parle... Moi, non, justement. Tu veux un truc qui corresponde à tous les jeux? Oui, mais oui, on parle bien de méta-jeu. Pour moi, c'est pas possible. Vous avez 4 heures. Non, mais je te le dis, pour moi, c'est pas possible. Oui, on avait dit qu'on la ferait. On a oublié de faire cette blague énorme. Merci Bobo. Non, mais pour moi, c'est pas possible. Pour moi, le méta-jeu d'un jeu de société n'est pas le même que le méta-jeu d'un jeu de rôle. Donc pour moi, c'est pas possible. Si tu veux faire un truc universel, ce sera sur le méta-jeu de rôle. Et encore, pour chaque jeu de rôle, il faudra ensuite rajouter on peut le faire, des sans la exceptions. Définition de Rome, il faut des joueurs. Dans les deux, il faut des joueurs. Voilà. Et des règles. Il faut des règles. Et des joueurs. Des règles et des joueurs. Et encore, puisque dans ces cas-là, les règles et les joueurs... Il faut que les joueurs soient d'accord à l'univers. Non, mais tu vois, c'est très intéressant parce que ça rejoint une symbiose très intéressante, Thomas. C'était très intéressant, Thomas. Très intéressant parce que, tu vois, quand tu dis des joueurs et des règles, eh ben, tu parles justement de tout ce dont on vient de parler là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui concerne le méta-jeu? C'est pas ce qu'on crée avec le jeu, mais ce sont les joueurs autour de la table, leurs envies, leurs désirs, ceux qui se manifestent justement lors de ces débriefings dont on parlait tout à l'heure, et les règles, c'est-à-dire ce qui est extérieur à tous les joueurs autour de la table, ce qui est imposé par une convention collective. Voilà, mais c'est que tous les joueurs accordent. C'est-à-dire que si tu fais des règles et s'il y a un joueur qui n'est pas d'accord avec les règles, tu ne peux pas faire de jeu. Ouais, voilà, mais justement, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de jeu. Donc c'est ça, il faut que les joueurs soient d'accord. Tu peux aller plus loin, il faut qu'ils soient d'accord avec l'univers. Est-ce qu'il faut qu'ils soient d'accord avec le personnage qui va jouer, par exemple, pour le jeu de rôle? Mais ça, tu peux même pas le dire pour un jeu de société. Donc, un jeu, c'est. Non, j'accepte pas dans le Monopoly que tu prennes le fer à repasser. Non, je suis pas d'accord. Tu fais ça, je ne joue pas. Un jeu, c'est enfoncer une porte ouverte de dire que pour jouer à un jeu, il faut des règles et des joueurs, et ça n'a absolument rien à voir avec le méta-jeu. C'est enfoncer une porte ouverte, c'est juste faire un truc. Bon, pour un jeu, il faut. Est-ce qu'il faut des joueurs? Il y a des jeux où tu peux jouer tout seul. Parce que c'est distinguer ce qui appartient au jeu. Au minimum un joueur. Oui, mais non, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas enfoncer des portes ouvertes parce que justement, c'est distinguer ce qu'est le contenu du jeu des conditions nécessaires pour qu'il existe. Et c'est pas enfoncer des portes ouvertes parce que par exemple, il y a des gens qui pensent que pour qu'un jeu existe, il y a des gens qui pensent que pour qu'un jeu existe, il faut qu'il soit libre. Il y a des gens qui pensent que pour qu'un jeu existe, il faut qu'il soit futile, au sens où il n'apporte rien à la réalité. Il y a des gens qui pensent, etc. En fonction de ce qu'on pense qui est condition nécessaire pour l'existence d'un jeu, ça varie, ça change tout de notre notion du jeu.
Par exemple, un truc de fou, Flavie, c'est qu'à un moment donné, il y a des philosophes qui ont donné des définitions de ce qui était nécessaire pour qu'il y ait jeu, et ces conditions ont été rejetées. Tu sais pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe dans la réalité, à savoir la politique, l'esthétique, et ben tout ça, ça tombait sous la définition. C'est-à-dire que tu pouvais rendre compte, à l'aide de ces définitions de ce qu'était un jeu, de toute la société. Autrement dit, ils avaient réussi, par leurs conditions, en montrant en fait les conditions qui créent un jeu, à prouver que la réalité elle-même était un jeu. Et là, on est à fond dans le propos de sens. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pour ça que moi, cette question du méta-jeu, du méta-sens, elle me fait péter le crâne. C'est parce que, à mon avis, on est là au cœur de ce que nous raconte Sens, en fait. Dans ces cas-là, on pourrait donner, en servant de ce que tu viens de dire, une définition du méta-jeu. C'est toutes les conditions nécessaires qui existent pour mettre en place le jeu. Ouais, voilà. Alors oui. Ouais. Non, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, la question est ouverte. Je vois Bobo. On a perdu Bobo. On a mis beaucoup trop de pièces méta pièces dans le bogle. On a mélangé. Je crois qu'on est un petit peu paumé là. Ouais. Non, Auditeurs, aidez-nous. Donc les conditions nécessaires à la réussite d'un jeu, ce serait la définition universelle, mais ces conditions nécessaires pour un jeu changeraient selon le jeu qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger les mêmes conditions pour jouer au jeu de rôle que pour... Oui, que pour jouer par exemple au Monopoly. Là, franchement, je sais pas. Comme disait Bobo, vous avez 4 heures. Quoi, parce que là, dans ces cas-là, il faut qu'on réfléchisse à toutes les conditions nécessaires pour mettre en place un jeu et ça changera pour chaque jeu. Enfin, voilà déjà des pistes de réflexion, je pense, pour nos auditeurs. On peut peut-être vous êtes bien avancé maintenant. Bon, Yacht, en gros, Yacht, fais des débriefs avec tes joueurs. Je pense qu'il le fait déjà, même. Demande à tes joueurs de parler de la fiction. De toute façon, à mon avis, ils doivent le faire. S'ils sont comme nous, ils doivent le faire pour essayer juste de t'embêter, pour trouver des trucs pour gagner, entre guillemets, contresens, et faire intervenir, comme le demande le système, la fiction dans la réalité dans la fiction. Mais voilà. Et la fiction dans la réalité pendant qu'on y est. En tout cas, quand on commence à débroussailler cette notion de méta-jeu, on s'aperçoit que les frontières entre jeu et réalité doivent être définies. En gros, on est en plein dans une définition... on est en plein dans une dimension philosophique en fait, du jeu. On ne peut pas se poser cette question sans se poser des tas d'autres questions. Donc à mon avis, c'est vraiment une question intéressante. C'est un podcast, comme on le dit souvent, qui en appelle un autre. Je sais que déjà avec Frédéric, Fabien, Ilvain, notamment, on a en prévision de faire un podcast sur la réalité est-elle un jeu, parce que Frédéric a beaucoup travaillé en fait les auteurs de philosophie du jeu comme Roger Caillois, etc. Et on a vraiment, avec Fred, on a commencé à en parler un petit peu par mail et par téléphone. On a vraiment beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Donc, je finirai comme dans Space Channel 5. Qu'est-ce qui est dit à la fin là ? Restez à l'écoute là. Stay tuned. Restez à l'écoute. Space Channel 5. Voilà, c'est ça. Donc, restez à l'écoute du blog de la cellule. Postez-nous. Voilà. Et surtout, postez-nous des commentaires sur ce sujet. Si vous avez des réactions à nous donner sur toutes les questions qu'on a soulevées là. Nous, comme disait Benjamin tout à l'heure, on est paumés. Franchement, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu au-delà de nos compétences. Donc, n'hésitez pas. Au-delà des compétences, pendant 1 heure sans avoir bossé. Voilà. Ouais, sans avoir bossé, on a quand même un peu réfléchi avant. On y réfléchit. En fait, on y réfléchit depuis des années à ces trucs-là. Aussi. Donc, on n'a pas commencé juste en préparation du podcast à réfléchir à ces trucs-là. C'est vraiment des trucs. Moi, en tout cas, c'est des trucs. J'ai réfléchi pendant des années. Et aujourd'hui encore, je suis un peu paumé. Je dois le reconnaître. Et voilà, à mon avis, là, il y a des questions qui doivent être soulevées. Participez, messieurs. Bon, en attendant, je vous dis à bientôt. Ce qui compte surtout, c'est de ne pas râler et de jouer plus, comme dirait notre cher ami John Grumpf, John Doe pour être très précis. Râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. À bientôt tout le monde. Désolé si on vous avait fait un peu mal au crâne. À bientôt. Salut. 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 Au revoir.